Salutations les amis, ici Naldurion et ça me fait très plaisir de vous retrouver enfin sur ma saga L'univers Alien en comics. Et oui, cet épisode a tardé à arriver pour un tas de raisons. La première, c'est que l'été, c'est le moment le plus prolifique pour moi d'avancer dans mes lectures. Et honnêtement, j'en lis énormément chaque semaine, ce qui fait que parfois je change mon ordre de priorité. Et comme l'omnibus, ma lecture de cet omnibus remonte à plusieurs mois en arrière, j'ai eu beaucoup de mal à me replonger dedans pour vous fournir cet épisode. Voilà, je sais que j'ai encore pas mal d'efforts à faire sur la priorisation des épisodes, des sorties, etc. C'est pour ça que j'ai maintenant mis en place ce système de sondage, pour pouvoir simplement m'aider aussi, et puis savoir être à l'écoute de ce que vous préférez, voir arriver sur la chaîne. Bref, on y est. Si vous voyez, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que c'est bon, c'est la bonne. 4 reprises pour pouvoir faire cette vidéo. C'est 20 minutes à chaque fois qui sont perdues, mais ça y est, je tiens le bon bout, en tout cas si vous voyez ça, c'est le cas. Aujourd'hui on est là pour parler de la toute première série Alien en comics, parue en 1988. Alors, c'est vrai et faux à la fois, puisque l'une des issues de cette série que je vais vous présenter aujourd'hui a été faite en 1986, donc si on devait vraiment être très raccord avec la réalité, on parlerait de quelque chose qui a vu le jour entre 1986 et 1988. Si vous êtes un petit peu incollable comme moi sur Alien, vous savez que c'est 4 ans avant la sortie d'Alien 3. Je vous demanderai aujourd'hui d'avoir plusieurs choses à votre actif. La première, c'est que vous ayez visionné Alien le 8e passager, Aliens avec un S, très important, Le Retour, respectivement premier film, deuxième film. Aujourd'hui, je vous demanderai donc de ne pas considérer la sortie d'Alien 3, s'il vous plaît, en 1992, et Alien Résurrection encore moins, évidemment, ça va de soi. Je pense que ce que je vous demande là, c'est quelque chose qu'il faudra garder en mémoire pour à peu près tous les épisodes, puisque Alien 3 c'est une purge, et Alien Résurrection, malgré quelques bonnes idées, c'est non, c'est complètement non. J'ai à cœur aujourd'hui de vous présenter cette première série, puisque c'est un petit peu un what if. Alors what if, si vous êtes un petit peu accoutumé de la notion, on le voit beaucoup chez Marvel, et ben ce what if aujourd'hui, c'est et si on avait fait la suite d'Aliens le Retour, après les événements survenus sur Hadley's Hope. Hadley's Hope, qu'est-ce que c'est? C'est la colonie installée sur LV426. LV426, j'ai toutes mes notes ici pour bien vous résumer les choses. LV426 devenu Acheron, le nom de la planète. C'est là où le Nostromo en fait découvre le Space Jockey dans le 8e passager. C'est ce qui fait qu'après c'est un merdier sans nom sur le Nostromo, que tout le monde meurt sauf Ripley. Hadley's Hope étant une colonie qui a été installée lors du sommeil cryogénique, de l'hypersommeil de Ripley, lorsqu'elle s'est enfuie du Nostromo, à bord du Narcissus. Donc, vous avez vu Aliens le Retour, et vous savez désormais que la volonté première de ce récit, c'est de faire directement suite à ces événements-là. On retrouve donc des personnages bien connus, à savoir Newt, Rebecca Jordan de son vrai nom. Si vous voulez en savoir plus sur Rebecca Jordan, qui est un super personnage, particulièrement dans ce récit, elle est très bien développée, je vous recommande énormément le roman Aliens, le fleuve des souffrances, qui fait en fait tout simplement état de ce qui s'est passé à Hadley's Hope, pourquoi la colonie a été anéantie. En fait, pourquoi littéralement le deuxième film de la franchise a vu le jour. Donc Rebecca Jordan, Newt de son surnom, avec le caporal Dwayne Hicks, des Marines coloniaux. Ces deux personnages, vous le savez, n'ont pas bien vécu dans Aliens le Retour, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été malmenés, et en particulier Rebecca, puisqu'elle, alors je vais l'appeler Newt, pour qu'on parle tous de la même chose, c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser le vrai prénom. Newt a été particulièrement malmenée, elle a quand même perdu ses parents, elle a perdu son frère aîné. Ça a été un merdier sa vie, littéralement, depuis en plus très jeune, donc vous imaginez un petit peu comment ça peut ressurgir sur ces années d'adolescence et encore plus plus tard. Bon, Newt, syndrome post-traumatique, elle se retrouve internée sur Terre. Quant à X, il est mis aux arrêts. Insubordination, violence, alcool, grosse merde. Et il n'est plus que l'ombre de lui-même, il est tout le temps au trou, franchement, il est dans une lente agonie, il se laisse complètement aller. Les deux personnages donc vivent vraiment ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique lié aux événements survenus sur Acheron. C'est avec ces bases-là que commence Aliens, la série originale. Ce que je tiens là, c'est l'intégrale volume 1, il y en a 3 au total, paru chez Vestron.
C'est vraiment l'édition originale, c'est-à-dire que vous n'avez pas la couleur. Là où par contre, sur l'omnibus Panini, vous avez la couleur qui a été rajoutée. Et qui donne réellement un charme supplémentaire au récit. Moi je suis vraiment plus convaincu par la couleur que le noir et blanc. Je sais que certains d'entre vous apprécient vraiment le noir et blanc, parce que quand c'est bien fait, ça renforce beaucoup certaines scènes. Des scènes touchantes, des scènes horrifiques, et en l'occurrence là, c'est le cas. Mais bon, si je lis du comics aujourd'hui plutôt que du manga, c'est pour deux choses. Le côté mature des comics, et surtout, bon, parce que bien sûr, on peut lire des seinen chez les mangas, ne me jetez pas de pierre, mais bon, moi je lisais surtout du shonen, et quand j'ai voulu comparer avec ce qu'ils faisaient dans les comics, on a tout de suite un propos plus mature quand même. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et bien sûr la couleur, voilà. Pourquoi je vous présente celle-ci aujourd'hui? Déjà parce que Vestron avait fait un super travail en son temps lorsqu'ils avaient la mission d'éditer Aliens en France, donc c'est tous les comics issus de Dark Horse, tout simplement, aux États-Unis. Mais vous le savez, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney. À qui est-ce qu'on confie l'édition du papier, du comics? Eh bien forcément Marvel, puisque Disney détient Marvel. Et en France, qui est-ce qui publie du Marvel? Eh bien c'est Panini, voilà. Donc on a l'omnibus Panini sorti en France. Gros problème de traduction, réellement. Alors c'est survenu à quelques moments, notamment un notoire, c'est lorsque l'on lit le Dark Horse Present numéro 24. C'est d'ailleurs, alors le numéro 24 c'est parce que c'était un espèce de périodique, le fascicule, qui sortait aux États-Unis, et dans ce numéro 24, ça a été la première incursion Aliens en comics, 1986. Qu'est-ce que c'est que ce récit? C'est un récit dans un nombre de pages très réduit, je crois, une quinzaine, et c'est un certain docteur Waitslow Orona, c'est un protagoniste que vous retrouverez dans la série originale Aliens, que je vais présenter juste après. Ce docteur, il nous dit quoi? Eh bien, il nous dresse un rapport écrit, documenté, sur sa théorie de la propagation des aliens. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils font pour aller choper des proies? Comment est-ce que ces proies deviennent des hôtes potentiels pour qu'un embryon se développe en leur sein? Tout ça nous est expliqué dans sa théorie de la propagation alien. Bon, il a fait ça pour le corps des Marines coloniaux, puisque les Marines coloniaux interviendront justement en ce sens. À partir de là, gros problème de traduction comme je le disais. Je vous mets le post que j'ai fait sur Twitter parce que ça m'a vraiment révolté. Panini repasse derrière Vestron. Vestron avait fait une traduction hyper propre, limpide, impeccable. J'ai même pas relevé d'écueil particulier en termes d'orthographe ou quoi. Il y en a toujours, c'est sûr. Hein, le risque zéro n'existe pas, comme on dit. Mais Panini, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de faire une surinterprétation d'une interprétation. What the fuck? Il y a un moment donné, il y a une bulle, celle que je vous mets juste là évidemment. Le texte original, vous le prenez, vous le mettez sur Google Trad, ça vous sort la traduction mot pour mot de celle de Vestron. Et la compréhension est totale. Panini ont complètement changé le propos, mais à tel point que ça en change le sens. Panini nous dit quoi? Ils nous disent que l'alien est capable de cannibalisme et qu'ils peuvent se reproduire entre eux avec ce système parasitaire qu'on connaît tous bien, hein, avec le facehugger issu de l'œuf de la reine. Hein, pour vous la faire courte, vous avez une reine, vous avez l'œuf. Si l'œuf a bénéficié de beaucoup de gelée royale, d'un traitement de faveur de la part de la reine et également de ses enfants, ça peut être un facehugger qui abrite un embryon d'une nouvelle reine. Hein, la reine n'est pas du tout unique. Chaque reine est responsable d'une ruche. Il y en a plusieurs. Comme les fourmis sur Terre, évidemment, il n'y a pas une seule reine des fourmis sur Terre, on est bien d'accord. Et vous avez donc cet œuf, hein, deux variétés, soit un œuf de reine, soit un œuf d'un embryon standard. Le facehugger qui en sort est tout simplement un intermédiaire, il va venir se greffer au visage de la victime. Cette victime qui a d'abord été une proie, évidemment chassée par les drones. Hein. Drone est une variété d'alien que vous pouvez retrouver dans Alien Isolation. Littéralement, votre opposant, c'est un drone. Voilà, il se déplace sur ses deux pattes. Et il est assez grand, etc. Ces drones vont vous chercher des proies, ces proies deviennent des hôtes potentiels, et tout ça c'est clair. Dans la version de chez Vestron, c'est très très clair. C'est seulement par le biais d'hôtes que les aliens peuvent se reproduire et donner naissance à de nouveaux xénomorphes. Dans la version de Panini, eh ben on nous dit qu'ils peuvent se reproduire entre eux. C'est stupide. Et je refermerai la parenthèse là-dessus. S'il vous plaît Panini,
Ça fait déjà un certain nombre de fois que je vous vois. Par exemple, un G-Comics en a très bien parlé. Sur l'omnibus de Daredevil, je sais plus lequel c'est, celui de Joe Quesada. Beaucoup d'erreurs de traduction. Max Faraday, que j'aime particulièrement également, il relève des problèmes de traduction systématiques. C'est incroyable. Alors faites un effort. Quand c'est quelque chose de la culture populaire, les gars, à quel moment vous avez déjà vu des aliens se reproduire entre eux? Franchement. Non, les aliens parfois s'utilisent entre eux, utilisent des cadavres pour pouvoir dresser les ruches. Ça c'est vrai. Mes amis, je vous demande maintenant de vous replonger dans ce que je vous ai introduit au départ. Après ce bémol qui pour moi était nécessaire déjà pour justifier le fait que je vous montre la série originale de chez Vestron, parce qu'elle a encore tout son sens aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne veulent pas investir dans un omnibus, eh bien, ça c'est excellent. Mais c'est difficilement trouvable, je crois. Nous avons donc Newt et X qui vont être amenés à voir leur destin se recroiser. Ils n'ont jamais vraiment rompu le contact, malgré que Newt soit interné et ait beaucoup de cauchemars. Elle fait des cauchemars tout le temps, X aussi, évidemment. Mais voilà, les deux personnages ont évolué différemment. Il faut savoir que X va être un petit peu sorti de sa léthargie d'autodestruction par un supérieur qui va lui dire « Écoute mon gars, on a une mission pour toi. L'alien, ça te parle? Je crois que ça te parle bien. Eh ben tu vas rempiler mon gars, parce qu'on a trouvé la planète où ils vivent. » Voilà, c'est ça le postulat de départ. Et X, à ce moment-là, se sent investi d'une mission vengeresse, son équipe décimée, tous ses mauvais souvenirs, sa vie actuelle qui est complètement la résultante de tout ce qu'il a vécu à cause du xénomorphe. Sa vengeance est telle qu'il va aller chercher Newt, la faire sortir de sa clinique, pour qu'elle puisse se venger elle aussi de ce qui lui est arrivé. En tout cas, faire le deuil de ce qui lui est arrivé, plus exactement. Quand les auteurs sont partis sur ce récit, il faut savoir que c'est Mark Verheiden qui s'occupe du scénario et Mark Nelson, double Mark, qui s'occupe du dessin. Dessin vraiment fabuleux, même pour l'époque, vraiment. Je vous le dis, mais si vous avez peur du vintage, bah croyez-moi, là, vous en prenez plein les yeux quand même. Eh bien, ils partent sur cette mission, donc ils sont dotés d'une équipe, etc., qui est tout simplement d'aller rapporter normalement, comme à chaque fois, une espèce, un embryon, si possible, de l'alien, directement dans leur planète. On le sait, ça n'a jamais mené à de bonnes conséquences, ce genre de volonté de départ, et pour une fois, ce n'est pas la Weyland-Yutani qui est concernée par tout ça, c'est une autre société. Alors ce récit, moi je l'ai adoré, hein, je pense que vous vous en doutez, et surtout il y a quelque chose de très original, c'est que on aborde en fait un destin de personnage qu'on sait qu'on ne verra jamais plus à l'écran aujourd'hui. Et honnêtement, ce what if est explosif. Vraiment, c'est trop intéressant de voir ce qui s'y passe. Alors, je vais essayer d'aborder toutes les choses dans l'ordre, mais il y a un bon nombre de choses que j'aimerais vous dire au préalable, notamment que les auteurs ont certainement eu des restrictions. Je ne connais pas forcément lesquelles, mais il y en a une qui me saute aux yeux, c'est d'abord, il n'y a pas de repère chronologique. On sait que les événements survenus dans le deuxième film ont eu lieu en 2179. Là, quand on voit Newt, comment elle est développée, comment X a mal tourné, et puis surtout les avancées technologiques qui ont eu lieu depuis, ça se passe au moins, je pense, plusieurs années après les événements survenus sur Acheron, sur Hadley's Hope. À partir de là, c'est simple. Si on considère qu'une dizaine d'années s'est écoulée, ça prend tout son sens. Et honnêtement, la Weyland-Yutani, comme je vous disais, on n'entend plus parler. Aujourd'hui, c'est Bionational Corporation qui est au centre de la scène. Cette méga corporation a la même volonté que la Weyland-Yutani. Vous pouvez littéralement les calquer toutes les deux, si ce n'est que Bionational ne parle pas vraiment d'exploitation minière. Je n'en ai pas vu de référence. Là où la Weyland-Yutani, c'était colonisation pour l'exploitation minière, et en sous-bassement, la volonté de créer des armes biologiques avec les aliens. Voilà. Bionational, c'est carrément, eux, ils s'en cachent pas, ils veulent absolument récupérer un exemplaire de l'alien. Voilà. Mais le truc, c'est que le gouvernement des Nations Unies sur Terre a la même volonté. Ils veulent eux aussi aller chercher un embryon alien et le ramener sur Terre. Carrément. Alors, ce qui se passe, est-ce que les terriens n'avaient pas envisagé, est-ce que nous, lecteurs, on n'avait pas envisagé à la lecture du récit, c'est qu'il se pourrait bien que l'alien ne soit pas resté là-haut. Et je ne vous en dirai pas plus.
New TX part en mission sous couvert du gouvernement avec une équipe de Marines coloniaux pour aller sur la planète, entre guillemets, originelle des aliens. Alors là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire déjà. Ils arriveront sur cette planète et un certain nombre d'événements vont se dérouler et franchement, vous n'êtes pas prêts. Moi, j'étais pas prêt à voir ce que j'ai vu, j'ai été agréablement surpris de voir l'apparition de certains personnages, si je peux utiliser le mot personnage, et le déroulement des choses, tout simplement. Il faut savoir qu'on est à une époque, même si elle n'est pas nommée, si elle n'est pas chronologiquement insérée, eh bien, il y a carrément des sectes religieuses qui vouent un culte aux aliens. Et ce que je vous dis là est très important parce qu'on aura des récits plus tard, je pense notamment à Alien Apocalypse et Alien Absolution, où la religion est littéralement au centre du récit. Et là, pour le coup, on a des gens, des sectes, qui vouent un culte à l'alien. L'alien est un dieu venu tel un salvateur de la race humaine. Voilà, c'est vraiment comme ça que c'est vu. Et des gens y croient, évidemment, on a toujours des adeptes. Et ça fait très l'appel de Cthulhu, pour ceux qui l'ont lu. Cette secte qui voue un culte à un être supérieur, mais cet être supérieur n'a aucune volonté de bien agir pour ses disciples, hein, clairement c'est décimation totale. Et ben là c'est pareil, vraiment j'ai vu que le parallèle se faisait. J'ai retrouvé du Lovecraft dans ce rapport à la religion pour vouer un culte à l'alien, vraiment, et j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que cette secte religieuse aura un impact dans la propagation de l'alien. Je choisis mes mots, vraiment, pour pas vous spoiler. C'est à un moment donné, ils vont agir et ça va être la méga merde, ouais, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, pour le synopsis et son déroulement. Ces deux personnages développés, moi, ça m'a vraiment transcendé, j'ai adoré. C'est des personnages que j'avais déjà particulièrement appréciés par le biais des romans et du film. Donc, non, j'ai vraiment adoré. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est hyper intéressant de voir où est-ce que l'univers étendu aurait pu nous emmener s'il n'y avait pas eu ce troisième film, malheureusement. Franchement, ça prend une direction qui est vraiment étonnante, riche, et on en redemanderait vraiment. Les amis, là-dessus, il est l'heure pour moi de vous dire qu'on va se retrouver pour un épisode 2 très vite, parce que cette série originale, en 6 issues, avec l'épisode spécial de la théorie de la propagation alien par le docteur Wedslow, tout ça, ça fait 160 pages, et ça a une suite sortie en 89, soit un an plus tard. Et cette suite, je vous la donne en mille, c'est ce qui fera l'objet de cet épisode 2. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu reparler de ce xénomorphe incroyable qu'est l'alien, et honnêtement, si je devais vous recommander la lecture, je vous recommande de prendre l'omnibus, évidemment, mais si vous voulez, pas donner d'argent à Panini, ce que je peux comprendre parfois, et lire quelque chose de plus authentique. C'est vers ça que vous devez vous tourner. J'ai pas trop regardé si ça se trouvait encore facilement, je sais qu'il y a des cinglés qui vendaient ça 80 € pièce, alors que ça en coûtait peut-être 20. Ouais, bon, voilà. À vous de faire votre petit marché. En tout cas, on va pas se plaindre. Panini nous permet d'avoir tout en français, des choses qui n'ont même pas été éditées chez nous encore, parce que Vestron n'a pas eu le temps, ou n'a pas eu les droits, j'en sais rien. Mais bon, ne nous plaignons pas, il faut simplement trier, faire des recherches et ne pas tout prendre pour acquis parce que voilà, des problèmes de traduction peuvent parfois changer complètement la compréhension d'une histoire. Et ça, c'est dommage. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu faire cet épisode enfin. Et on se dit à très vite pour un autre épisode. Merci à tous. Ciao. Et que le xénomorphe hante vos rêves.